Merci beaucoup, bienvenue à tous. C'est un plaisir, un honneur d'être là avec mon ami Guillaume ce soir pour vous parler de son deuxième livre. Et j'insiste sur le deuxième parce que je voulais pas rater l'occasion de plugger le premier qui est vraiment dans notre champ, vraiment un bijou. Donc son premier livre, il ne le dira pas, c'est un type qui n'aime pas faire l'autopromotion, mais qui s'est quand même mérité le prix francophone de l'Association canadienne de sciences politiques et traduit déjà en anglais, en russe, qui va être publié simultanément en Russie, aux États-Unis. Et c'est un livre qui porte sur l'histoire de l'intelligentsia libérale à la fin de l'URSS et de son échec au moment où elle est condamnée en quelque sorte à occuper des positions de pouvoir dans les premières années de la présidence de Boris Yeltsin. Donc, c'est un livre très spécialisé qui s'appuie sur ses longues recherches doctorales. Et là, il nous offre dans ce deuxième livre un peu, je dirais, la suite ou le retour de l'idéologie ou d'un intérêt international pour l'idéologie en Russie avec ce sujet-là brûlant d'actualité qui est le conservatisme russe, dont dans les derniers mois, les dernières années même, parce que c'est déjà depuis une décennie qu'on a une instrumentalisation très forte du pouvoir russe, de toutes sortes d'idées réactionnaires qui vont de la dégénération sodomite de l'Occident qu'on dénonce dans des termes très forts en souhaitant protéger les Russes avec des lois contre la propagande LGBT, etc. On a des mots très lourds. Maintenant, la Russie qui se disait encore il y a 30 ans seulement vouloir rejoindre la maison commune européenne, rejoindre le monde civilisé, pour reprendre les mots du ministre des Affaires étrangères de l'époque, Kozyriev. Et là, maintenant, on a une Russie en guerre contre ce qu'on appelle l'Occident collectif, qu'on juge avec des mots très forts de carrément satanique. Donc, il y a quelque chose de très tape à l'œil dans le nouveau conservatisme de la Russie. Et c'est un livre sur un sujet brûlant qui tombe à point nommé parce qu'il s'agit de déboulonner certains mythes qui courent en Occident, les faits que ce conservatisme-là, cette espèce de réaction au libéralisme est enraciné dans la culture profonde, arriérée, barbare d'une Russie qui n'aurait jamais été européenne de toute façon, ou que c'est l'œuvre d'un dirigeant despote qui pousse par le haut cette rhétorique-là très fort, alors que dans le livre de Guillaume, on a une vision beaucoup plus nuancée. Il y a une méthode, même s'il n'y a pas de jargon méthodologique, qui consiste à examiner la dialectique entre la société russe et l'État, et qui a la grande force de ne pas se concentrer à l'image récente dans laquelle on est exposé dans les médias actuellement, mais qui prend un pont de recul d'une trentaine d'années, qui constitue, à mon avis, la meilleure temporalité, puisque c'est la période à travers laquelle s'est constitué l'appareil cognitif des dirigeants actuels en Russie, qui ont vécu l'éclatement de la Russie, qui ont vécu la désillusion de l'idéologie communiste, mais aussi la désillusion de l'idéologie portée par les libéraux tournant des années 90, et qui ont une attitude naturellement à la fois sceptique et presque cynique sur l'instrumentalisation des idéologies par le pouvoir politique, qui, dans un premier temps, va se tenir assez loin de ces mouvances-là conservatrices. On se rappelle de l'alliance brun-rouge à l'époque, de gens qui étaient tantôt nostalgiques de Staline, tantôt nostalgiques du tsar, et pourquoi pas les deux à la fois. Quelque chose qui semblait un peu absurde et avec lequel le pouvoir, à la fois de Yeltsin, mais dans les premiers mandats de Poutine, le pouvoir va se garder assez loin, va se contenter de jouer un rôle d'arbitrage sociétal où le pouvoir n'est pas investi dans une mission de réidéologiser la société en prenant des positions fortes. Et là, il y a ce moment fort, ce retour de Vladimir Poutine en 2012 qui constitue véritablement un virage, et c'est là, je pense, Guillaume, dans ton livre, un point fort, c'est que tu construis, ton livre est pratiquement divisé en deux, comme s'il y a l'avant 2012 et là il y a le retour de Poutine en 2012. Vous vous souvenez peut-être, 2012, c'est l'année de l'emprisonnement de ces punkettes de Pussy Riot qui avaient osé chanter une prière punk dans l'église du Christ Saint-Sauveur à Moscou, n'est-ce pas? Et ce qui marque un peu le coup d'envoi d'une rhétorique dans laquelle le pouvoir russe, plutôt que de s'intéresser à l'unité de la société, tente véritablement de miser sur une division sociétale dans laquelle il y a à nouveau une division entre le bien et le mal, les gens qui protègent les valeurs traditionnelles, qui sont du côté du pouvoir, les bons Russes, et ceux qui regardent trop du côté de l'Occident, qui ont une vision trop débridée de ce que veut dire la liberté, qui serait du côté du mal, et le pouvoir va instrumentaliser cette division-là pour réasseoir une nouvelle légitimité qui ne sera plus fondée sur la croissance économique, comme c'était le cas dans les deux premiers mandats de Poutine, mais qui va véritablement
se présenter comme le gardien d'une Russie traditionnelle qui mérite de protéger son autonomie civilisationnelle dans une ère de globalisation néolibérale qui écrase sous son rouleau compresseur la diversité des cultures anciennes de l'humanité. Et Guillaume nous pose cette question-là très importante. Est-ce que ce virage-là a collé? Est-ce que la Russie est véritablement une société conservatrice? Et c'est là que ce livre-là est si précieux, c'est qu'il nuance quand même cette propos-là en montrant que l'instrumentalisation cynique que fait le pouvoir de cette idéologie-là sert des fins de consolidation politique à l'interne, d'une part, mais également au niveau international, c'est une façon de lancer un message subversif en Occident. C'est pas que la Russie est différente de l'Occident, c'est que la Russie représente un autre Occident, celui de Marine Le Pen ou celui de Donald Trump, où on a une position beaucoup plus néo-protectionniste ou sceptique face à un libéralisme mondialisé. Mais que ce discours-là, dès qu'il porte sur des questions morales, notamment la restriction, par exemple, au droit à l'avortement, on pourrait croire qu'une société traditionnelle marque des reculs importants. Alors, on constate que le pouvoir russe avance très lentement sur cette question-là, même si c'est un enjeu important officiellement pour l'Église orthodoxe. Donc, finalement, il y a des contradictions et que la Russie n'est peut-être pas aussi conservatrice qu'on pourrait en avoir, ça pourrait avoir l'air en regardant les grands titres des médias, qu'il y a derrière ça une stratégie politique calculée de Vladimir Poutine, de miser à la fois sur le pouvoir subversif de cette idée-là qui divise l'Occident, mais c'est aussi une stratégie de rapprochement avec des puissances régionales comme la Turquie, comme l'Iran, comme l'Arabie saoudite, qui sont autant d'États qui présentement jouent un rôle majeur pour aider la Russie à contourner les sanctions économiques dont elle est l'objet depuis l'agression de février 2022. J'aurais envie de prendre la parole plus longtemps et de vous partager mon enthousiasme pour ce petit bijou de livre qui a une danse qui relève ce défi difficile imposé par les PUM qui consiste à rédigé dans un style très dense, mais à la fois pas lourd du tout, accessible. Donc, si vous avez envie de passer 2 heures puis de dérouler cette bobine cinématographique d'une Russie qui se transforme à la vitesse grand V depuis 30 ans et qui n'a peut-être pas encore trouvé son point de chute ou l'aboutissement de son long processus d'une quête identitaire, l'ouvrage de Guillaume Sauvé est un must en la matière et je suis très fier de dire quelques mots. Donc, Guillaume, je dois te poser une question. Ce virage-là de 2012, avec ce rapprochement-là très ostentatoire du pouvoir politique avec le pouvoir religieux, marque, selon toi, un tournant, mais il y a en même temps des racines très, très fortes de cette collusion-là entre le pouvoir religieux et le pouvoir politique sous l'ère de Yeltsin. On le voyait avec Louchkov qui reconstruit la cathédrale du Christ Sauveur. On le voit avec les exemptions de taxes que Yeltsin accordait au patriarcat russe pour l'importation d'alcool et de cigarettes pour aider un retour de l'Ukraine. Qu'est-ce qui, pour toi, en 2012 marque véritablement une page nouvelle de la Russie post-soviétique? Pourquoi avoir décidé de diviser ce livre-là précisément sur qu'est-ce qui diffère tant que ça de ce qu'on avait dans les premiers mandats de Yeltsin et de Poutine? Ben, je vais peut-être juste commencer en te remerciant d'être là, parce qu'en fait, je me rends compte que ça va être mon petit mot d'introduction aussi. Je te remercie d'avoir accepté de faire la discussion et je vais remercier les PUM et le Cerium d'avoir organisé et d'avoir publié le livre aussi, accessoirement. Donc, en réponse à ta question, l'idée d'un virage conservateur de la Russie en 2012, c'est pas comme une création de ma part, c'est en fait même plutôt un lieu commun de la littérature en sciences politiques sur la Russie, littérature évidemment contemporaine. Puis c'est comme ça qu'il y a des différentes dénominations, virage conservateur étant la plus connue. D'ailleurs, à une certaine époque, c'est comme ça que je pensais intituler le livre. Sauf que finalement, bon, alors moi, quand j'ai écrit le livre, j'ai en arrière-plan justement tout ce débat théorique avec d'autres personnes qui ont écrit sur le sujet, mais étant donné la facture particulière de ce livre, qui donc s'adresse au public intéressé mais non initié, ça apparaît pas du tout. Hein? Donc, on voit pas du tout les discussions avec les autres. Mais dans ma tête, c'est là, et donc là, cette question me donne l'occasion de l'aborder, mais pour le dire rapidement, c'est qu'en fait, je pense que clairement, il y a un changement de paradigme donc dans les attitudes du pouvoir, dans l'attitude générale du pouvoir russe à l'égard de l'idéologie en général et à l'égard du conservatisme en particulier à partir de 2012, donc à partir du retour très contesté de Vladimir Poutine à la présidence pour un 3e mandat. Il y a ce changement-là, puis en même temps, tout le livre est écrit pour... Puis ça, c'est pas
ça, c'est pas un argument qui est nouveau, disons, dans la science politique, mais tout le livre est écrit pour en même temps tempérer, disons, l'idée d'un virage conservateur qui serait justement, on passe de A à B, tu sais, on passe de blanc à noir, parce que autant, comme tu le dis, dans la fin du livre, j'explique que ce virage-là est comme à bien des égards incomplet et superficiel, puisqu'il change beaucoup dans l'ordre du discours de l'État, mais il change assez peu dans l'ordre des politiques publiques, ou à tout le moins juste dans certaines sphères très précises. Alors, par exemple, taper sur les LGBT, ça, oui, aucun problème. Et ça, la loi contre la propagande homosexuelle, et ensuite toutes les différentes déclinaisons de cette loi-là qui se sont très fortement durcies depuis l'invasion complète de l'Ukraine en février 2022, ça, oui. Mais, par exemple, sur plein d'autres questions, là, tu as mentionné l'avortement, mais on pourrait mentionner le divorce. Dans les deux cas, la Russie est aussi une championne mondiale. Ça fait que c'est sûr qu'il partirait de loin pour s'il fallait qu'il l'interdise. Et même Poutine, d'ailleurs, pour l'anecdote, a divorcé en plein mandat. Juste après, d'ailleurs, je crois que c'est en 2013. Donc, juste après le virage conservateur, il divorce pendant son mandat, ce qui est absolument impensable si vous pensez, par exemple, dans la politique américaine. Et donc, puis maintenant, à ma connaissance, il est en concubinage. Plus ou moins officiel avec quelqu'un. On n'est pas autorisé de parler de la vie personnelle de Poutine dans les médias. Il y a un tabou, si vous voulez faire taper. C'est une question ligne rouge, clairement, pour les médias russes, mais vu qu'on n'est pas des médias russes, on peut en parler. Mais le point, c'est que tout le monde le sait en Russie, puis ça ne dérange pas. C'est clairement pas ça peut pas faire un scandale politique comme ça pourrait le faire, par exemple, aux États-Unis, ou peut-être même chez nous. Et donc, il y a ce côté, donc il y a un virage, clairement, il y a un virage dans la manière, le rapport à l'idéologie, le fait que le régime s'engage pour une idéologie, qu'il s'investisse dedans. Pour la moralité, en quelque sorte. C'est presque un retour de la moralité. C'est celui des valeurs traditionnelles. C'est tout le discours des valeurs traditionnelles que moi j'appelle conservateur. On pourra en parler à quel point c'est comparable ou non avec le conservatisme en Occident. Moi je l'appelle conservateur pour faire des liens avec ce qui se passe en Occident. Parce que c'est généralement pas comme ça qu'il est appelé en Russie même. Mais d'un côté, donc il y a un changement de paradigme, à mon avis, complet. On pourrait détailler, on pourrait en reparler. Mais le point, c'est de nuancer en disant que d'une part, il est superficiel dans ses résultats, et d'autre part, qu'il ne sort pas de nulle part. Comme tu l'as dit, c'est pas juste comme une lubie de Vladimir Poutine, mais ça répond en fait à une réelle demande sociale, qui est le mouvement conservateur, que j'appelle conservateur, mouvement social conservateur, mais qui s'est souvent appelé rouge-brun ou national-patriotique, pour prendre les termes dans lesquels lui-même se désignait, qui émerge au moment de la perestroïka en réaction aux auteurs auxquels j'ai consacré mon premier livre, c'est-à-dire les libéraux. Ouais. C'est-à-dire ça, c'était leur adversaire. Donc maintenant, je travaille en fait sur les ennemis de ceux sur qui j'ai travaillé précédemment. Et donc, c'est à ce moment-là, ce mouvement émerge, il est puissant, il est extrêmement hétéroclite au point même de la bizarrerie la plus incompréhensible. C'est-à-dire, par exemple, justement, faire l'apologie. Le Parti communiste de la Fédération de Russie, qui est le principal parti d'opposition en Russie depuis 1993, fait l'apologie simultanée de Staline et du tsar Nicolas II. C'est quand même, si vous connaissez un petit peu l'histoire de la Russie, difficile à concilier quand même, hein, parce qu'il y en a quand même un qui a participé au parti qui a fait assassiner l'autre, hein, puis qu'ensuite il y en a un qui a fait dynamiter toutes les églises que le Parti communiste veut maintenant reconstruire. Bon, comment ils réussissent à réconcilier ça? C'est assez macédoine idéologique, mais enfin, ils font des liens qui est en gros, comme je dis dans le livre, la puissance de l'État, un État fort, puis un interventionnisme moral. Ouais. Un conservatisme moral. Et donc, il y a ce mouvement social qui émerge avant, qui avait toujours fait ces demandes. Là. La loi contre la propagande homosexuelle, c'était pas nouveau. Là. Ça faisait des années que c'était, ou la limitation de l'avortement, que ce mouvement-là le réclamait. Sauf que ce mouvement-là, d'abord, n'était pas si important que ça, toute proportion gardée en Russie, d'une part. Et d'autre part, c'est surtout, et je vais m'arrêter là-dessus, que le pouvoir russe, jusqu'en 2012, était dans une attitude de cynisme ostentatoire. Ouais? C'est-à-dire, c'était un pragmatisme où nous, on est des technocrates, on ne s'intéresse pas aux idéologies, on est au-dessus de tout ça, on est là parce qu'on est compétent, et de toute façon, le régime russe a été construit pour être isolé de la pression sociale. C'est comme ça que la constitution russe de 1993 a été créée. Et par conséquent, de toute manière, ce que le peuple pense vraiment, ça ne nous intéresse pas, y compris les conservateurs. Ouais. Et donc, pour la même raison que les libéraux s'étaient fait écarter, les conservateurs se faisaient ignorer aussi, jusqu'à ce que Poutine sente qu'il a besoin d'eux à partir de 2012. Mais quand on met tout ça en perspective, il y a quand même une espèce de crescendo qu'on voit apparaître depuis l'agression de l'OTAN contre la Yougoslavie en 1999, qui avait été très très mal perçue en Russie,
l'attaque contre l'Irak en 2003, où là, on voyait Vladimir Poutine heureux d'être derrière le président Chirac et le chancelier Schröder à l'époque pour dénoncer ce contournement-là du droit international. Mais on avait maintenu, même sous Medvedev, jusqu'à la fin 2011, la porte ouverte à une possible réintégration de la Russie dans une économie libérale, normée, compatible avec l'Occident. On sortait des négociations pour le renouvellement des accords de limitation d'arsenaux stratégiques du New START qui avait été signé sous l'administration Obama. Donc on avait encore espoir que la Russie pourrait rafistoler les liens qui avaient été brisés par la guerre froide. Est-ce que 2012, c'est le moment où dans la tête de Vladimir Poutine, du pouvoir, on garde même plus la porte ouverte à cette option-là? Je pense pas. Je pense que ça se fait, là, si on se place vraiment du point de vue de la politique étrangère, je pense que d'abord, ça se fait de manière beaucoup plus graduelle. On va pas rentrer dans toutes les étapes, mais effectivement, des grands espoirs, de même de Vladimir Poutine, d'alliance avec l'Occident et avec les États-Unis en particulier, quand il arrive en 2000. Avec l'élargissement de l'OTAN, aux pays baltes, etc. Première déception. Ensuite, tout le discours sur la souveraineté. C'est toujours l'idée, à partir de 2005, deuxième mandat de Poutine, l'idée que la Russie va s'intégrer dans le monde, mais elle va l'intégrer de manière souveraine. C'est-à-dire qu'elle va intégrer l'économie mondiale, et souverain, ça ne veut rien dire, si ce n'est que vous n'allez pas nous dire comment. Ouais, selon nos modèles. Ça n'a pas de contenu positif. Le concept de souveraineté dans ce discours russe, c'est un concept défensif. Et là, ça continue. Bon, les printemps arabes, qui sont effectivement, et en particulier la Libye, qui est un traumatisme pour le régime russe. On peut en parler si vous voulez. Et de ce point de vue-là, ensuite, par exemple, le discours sur la décadence occidentale, puis le virage conservateur n'est pas une rupture majeure. Et j'aurais même tendance à dire que justement, c'est même pas un virage. Le conservatisme russe et le virage conservateur, si on veut l'appeler ainsi, n'est pas un virage anti-occidental. Parce que c'est un virage qui a deux publics, deux auditoires. Il s'adresse évidemment à une partie de la population russe qui se reconnaît dans ses valeurs traditionnelles, pour les mobiliser contre les méchants libéraux démocrates qui sont des agents de l'étranger, pour reprendre le terme de la loi russe. Mais il y a aussi un auditoire occidental. Et en fait, c'est pas un hasard, c'est le virage conservateur plagie le vocabulaire de la droite occidentale. On entend souvent, dans les dernières années en politique comparée, qu'il y aurait comme un modèle de populiste de droite qui viendrait de Russie, qui serait allé en Europe centrale et qui irait jusqu'aux États-Unis. Mm-hmm. Alors que du point de vue des concepts, c'est aller en sens inverse. C'est-à-dire que les Russes, Poutine, évidemment, il n'y avait pas besoin des Américains pour inventer l'autoritarisme. Ça, il était déjà au courant en Russie. Mais tout le virage conservateur, par exemple, le concept de loi contre la propagande homosexuelle, cette notion-là, venait d'initiatives qui avaient été faites aux États-Unis et en Grande-Bretagne, et qui ont été importées, en particulier de la droite évangélique américaine, qui avait des forts liens avec l'Église orthodoxe, à travers, entre autres, par exemple, le Conseil des familles, Conseil mondial des familles, qui est une organisation multinationale conservatrice, et qui ont, entre autres, eu des congrès en Russie. Et je pense que les Russes sont deuxièmes pour leur apport financier dans cette organisation-là après les Américains, dans le monde. Ouais. Donc, ça donne une idée ici d'une convergence qui est, encore une fois, qui n'est même pas à l'initiative de l'État, bien qu'elle soit encouragée par la suite. Mais le point, c'est que donc, quand Poutine commence à parler justement que les parents, on veut la famille traditionnelle, on veut pas justement parent 1, parent 2, parent, je sais plus comment c'est sa formulation, mais pour rire des théories de genre, etc. Oui, il y a en 2013, il y a aussi une phrase sur les lois adoptées en Europe qui détruisent la famille traditionnelle, etc. C'est la toilette non genrée. Oui, mais ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de dire à l'extrême droite surtout, mais même à la droite européenne, je suis votre allié. Et donc, il dit à la droite américaine, je suis votre allié. Et comme il anticipe que ça va pas être long que les libéraux vont perdre le pouvoir en Europe puis aux États-Unis, pour la Russie, le pari, c'est qu'il se fait des alliés de ceux qui vont être au pouvoir bientôt. Ouais. Et donc, de ce point de vue-là, c'est pas anti-occidental. C'est, si on veut, comme tu as dit tantôt, pour reformuler ce que tu as dit tantôt, alter-occidental, puisque la Russie prétend défendre le vrai Occident. Je pense qu'il y a une citation dans le livre où il dit, à la fin du livre, où il dit, en fait, on reconnaît deux Occidents. L'Occident des valeurs traditionnelles dans lequel nous, on sinskrit, et le méchant Occident des postmodernes, satanique, woke, peu importe les étiquettes qu'on veut jeter là-dessus, qu'on va rejeter.
Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, ça implique même pas un rejet de l'espoir de s'intégrer au monde occidental. Dans un sens, on pourrait même le voir comme un retour, une tentative de retour dans le monde occidental. Peut-être pas celui qu'on voudrait, par contre. Ouais, j'aurais été d'accord à 100% avec toi jusqu'en février 2022. Non, mais là, ça va être le prétexte de ma dernière question. Je ne veux pas abuser de mon droit de parole, d'animation. Je veux entendre des questions du public aussi. Mais dans quelle mesure, dans le contexte de la guerre qu'on connaît depuis 700 jours, est-ce que ce discours-là conservateur joue en faveur du pouvoir de Vladimir Poutine? Comment ça se présente tant au niveau interne qu'au niveau international? Est-ce qu'il n'y a pas là une fragilisation de cette posture-là dite de soft power où la Russie, jadis conservatrice, défendeur des droits familiaux contre LGBT, pouvait trouver des alliés en Occident, mais là, devant la brutalité de Boutcha et de ses suites, non, on est ailleurs, on est dans une autre dimension parce qu'on n'a pas un peu, ce que la guerre n'a pas un peu bousillé le potentiel possiblement attractif de ça. Ouais. Puis dans quelle mesure ça colle finalement à la société? Puis ça serait un peu ça. Est-ce que les moyens de contrôle communicationnel du Kremlin aujourd'hui vont permettre, on voit l'intensité du message et du contrôle depuis le lancement de la guerre. Est-ce qu'on se dirige vers une situation où les Russes vont finalement acheter cette rhétorique-là instrumentalisée de façon un peu cynique par le pouvoir? Oui, là, il y a au moins deux questions distinctes. Alors, d'une part, c'est sûr que pour la question du soft power, de la projection internationale de ça, la Russie a perdu énormément de son soft power à cause de la guerre en Ukraine. Parce que, ça l'a discrédité dans une grande partie, puis la Russie est devenue comme infréquentable dans une bonne partie de l'opinion publique mondiale. Et là, il y a plein de gens qui étaient ses alliés en Occident qui ont dû comme faire leurs excuses publiques en disant on s'est trompé sur Vladimir Poutine, c'était pas ça qu'on pensait, etc. Bon, donc là, effectivement, ça, de ce point de vue-là, ça marche moins bien. Mais clairement, du point de vue du pouvoir russe, ils n'ont pas renoncé à cet outil-là. Au contraire, en fait, le discours conservateur était un peu en déclin parce que ça marche justement pas très bien avec la population russe elle-même. Donc là, c'était un peu en déclin ces dernières années. Et là, avec la guerre en Ukraine, et comme en fait, à chaque fois qu'il y a une crise du régime et que le régime se sent comme avoir une de ses bases de légitimité en train de s'effriter, comme dans ce cas-ci, c'est un régime qui avait toujours promis la stabilité. Mais là, je veux dire, faire une guerre où tu envoies des centaines de milliers de personnes se faire tuer. En plus, pour aller tuer du monde qui sont généralement dans ta propre famille, parce que les Russes, les Ukrainiens ont souvent, non seulement ils se considèrent dans la même famille, mais en plus, ils sont réellement souvent dans la même famille. Il y a des familles communes de part et d'autre de la frontière. C'était pas quelque chose qui marchait spontanément très bien avec la population. Bon, il y a un effet de ralliement patriotique dont on pourrait parler, mais quand même, ce régime-là, c'est assez frappant de voir que dans cette situation de crise, à mon avis, on pourrait parler a priori de situation de crise pour le régime, de le voir justement revenir à sa vieille stratégie, vieille de 10 ans maintenant, un peu plus, donc celle depuis 2012, celle du virage conservateur, avec justement... Je veux dire, depuis 2013, il n'y a jamais eu autant de lois conservatrices en Russie, une après l'autre, et en particulier sur les LGBT, les personnes LGBT. Là, je veux dire, il y a la loi contre les trans, ils ont durci la loi contre ils ont interdit le changement de sexe en juillet dernier. Ils ont durci la loi sur la propagande homosexuelle pour que ça devienne juste un tabou mur à mur, pas juste dans le discours pour les mineurs, qui était l'ancienne définition. Maintenant, ça fait partie d'un tabou d'État comme l'incitation à la haine, au même niveau. Et donc, il y a ça, puis là, plus récemment, effectivement, la loi, c'est le jugement de la Cour suprême donc en novembre dernier, qui est entré en vigueur le 10 janvier, qui considère qui interdit une organisation qui n'existe même pas, qui est le mouvement LGBT international. Et qui donc, en fait, criminalise toute défense des droits des identités des LGBT en Russie. Et ça, je veux dire, cette résurgence-là, il y a une accélération parce que le régime, à tort ou à raison, considère que ça fonctionne. Enfin, il espère que ça fonctionne, qu'il va mobiliser la population russe autour de ça j'en doute. Par contre, à l'étranger, ça se pourrait que ça fonctionne. Ça se pourrait qu'ils réussissent à rebâtir des ponts avec ceux qui défendent ces opinions-là en Occident ou ailleurs, effectivement, parce qu'il faut dire que c'est quand même des opinions qui sont largement partagées dans une bonne partie de la planète. Et donc,
Ça, avec une petite inflexion nouvelle depuis le début de la guerre, qui est le discours anticolonial. Le fait que la Russie se présente maintenant comme une puissance anticoloniale, au moment même où, en fait, dans le monde universitaire, on est en train de faire le procès du colonialisme russe dans la russe. région. Mais Ouais, ça colle en ça. Afrique, c'est destiné au Ça fait que public tout le monde- africain où ouais, les c'est Russes ça. sont des Et de fait, infiltrés. puis là, ça marche très bien d'ailleurs en Afrique. Ouais. Voilà. C'est une réponse. Bon. Ce serait peut-être le temps de passer le micro. Il me reste un peu de temps, je pense. Des questions pour notre auteur de la journée? Oui, madame. Moi, j'ai entendu Poutine récemment dire à la télévision qu'il aimerait que les femmes aient 5 enfants par famille. Quel est le réalisme? Ça fait longtemps que je suis pas allée en Russie, j'ai aucune idée. Non, il n'y a aucun réalisme derrière ça. C'est-à-dire que je me souviens plus de la statistique exacte, je pense que j'ai écrite dans le livre, mais c'est certainement en dessous de 2 la moyenne. Je pense que c'est genre 1.1 ou un truc comme ça, la moyenne d'enfants par famille en Russie. Donc clairement, la famille nombreuse est une exception statistique en Russie. Là. Ce n'est pas la norme. Ensuite, le natalisme, ça a précédé le virage conservateur. C'est un des aspects qui, comme l'anticipe, depuis au moins 2005. Et dans la perspective de Poutine, d'ailleurs, pour des raisons stratégiques. Alors évidemment, l'Église le poursuit pour leurs propres raisons, disons de valeurs, morales, etc. Mais pour Poutine, c'est pour que la Russie soit forte, par exemple pour qu'elle ait suffisamment de soldats ou pour qu'elle ait une économie en croissance, il faut des familles nombreuses. Et donc là, il y a eu plein de politiques natalistes qui ont été adoptées depuis 2005. Certaines d'ailleurs qui sont, je vous disais, tout à fait louables, c'est-à-dire des aides financières, des congés de maternité plus longs, des choses comme ça. Après, il y en a qui sont comme des cadeaux, justement un montant qui est donné à partir du 2e enfant, si je ne me trompe pas. Ça augmente au 3e. Puis ensuite, que Poutine maintenant dise qu'il faudrait que la famille idéale soit 5. Je veux dire, 5 enfants, je veux dire. Mais est-ce que ça ne pourrait pas avoir l'effet inverse de l'opinion publique est contre ce conservatisme? Pour l'instant, c'est-à-dire que ça a l'opinion inverse dans une partie de la population, parce que tout le virage conservateur est conçu dans une base de politique de division. Ouais? C'est-à-dire qu'on mobilise une partie de l'électorat contre une autre partie de l'électorat. On n'a pas besoin d'aller dans un pays très loin de chez nous pour voir quelqu'un dont c'est ça la stratégie politique. Ouais? C'est-à-dire qu'avec des déclarations outrancières, on mobilise à fond notre électorat, qui est à dire les autres, c'est pas des vrais Russes ou Américains, ou quoi que ce soit, peu importe le pays où on est. Et donc, il faut comprendre, il y a des gens en Russie qui n'achètent pas du tout ce conservatisme-là, mais pas du tout. Mais ça tombe bien, c'était ceux qui votaient pas pour Poutine de toute manière, et c'est ceux contre qui le virage conservateur a été fait. Donc, eux, que ça les hérisse, évidemment, le régime en a strictement rien à faire. Ce à quoi, d'ailleurs, il faudra ajouter qu'une bonne partie de ces gens-là, si on regarde même les courbes démographiques de la Russie, alors, il faut savoir, la Russie, c'est comme une des pires catastrophes démographiques du 20e siècle, je pense, au moins, avec ce que les démographes appellent la croix russe, c'est-à-dire la chute du taux de natalité et l'augmentation du taux de mortalité simultanément. Ceci dit, c'est vrai de tous les pays post-soviétiques, c'est juste la Chine, la Russie étant... La Chine, ça c'est intéressant comme lapsus. La Russie, je ne sais pas pourquoi je pense à la Russie étant plus grande, évidemment, ça implique plus de monde. Et donc, il y a eu une décroissance majeure, et avec les premières politiques natalistes, mais surtout le retour à la prospérité et à la stabilité politique, les 2 premiers mandats, ça a remonté. La Russie a renoué sous donc le premier mandat de Poutine, pas grâce aux politiques natalistes, mais grâce juste à la stabilité, avec un bilan positif démographique. Et à partir du virage conservateur, donc paradoxalement, chute à nouveau au moment où il fait les politiques natalistes, chute de la natalité. Pourquoi? Parce qu'en fait, le virage conservateur déplaît aux jeunes Russes. Les jeunes Russes s'en vont. C'est le retour de la fuite des cerveaux. À partir de 2013, on renoue avec la fuite des cerveaux qu'on avait connue dans les années 90. Et donc, fuite des cerveaux qui s'accélère de manière exponentielle avec l'invasion à grande échelle de l'Ukraine en février 2022, avec à peu près 800 000, peut-être 1 million de Russes qui quittent en un an la Russie, de manière disproportionnée des jeunes qui seraient ceux qui pourraient avoir au moins 2 enfants. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui reste en Russie? Mais pas vraiment les personnes les mieux placées pour avoir des familles de 5 enfants. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, c'est plutôt une catastrophe du point de vue de la natalité. Bien que c'est pas surprenant que Poutine conserve ce discours-là, parce que ça fait partie de l'image qu'il souhaite projeter. Autre question? Non, question? Oui. Merci beaucoup. Bonjour. Vous avez touché tantôt
au sentiment rouge-brun. Ouais. J'ai entendu déjà qualifié comme un national-bolchevisme, un genre d'alliage d'un nationalisme populiste de droite avec la nostalgie de l'Union soviétique. Est-ce que ce sentiment-là, c'est encore quelque chose qui revient avec le virage conservateur, ou est-ce que c'est un mouvement qui reste encore dans l'ombre un peu? Bon, on a appelé rouge-brun une certaine coalition de force à une certaine époque, là, donc c'est à la fin de la perestroïka, puis c'est dans les années 90, donc c'était toute l'opposition à Yeltsin. Ouais. Et donc c'était une alliance bon gré mal gré, hein, tout simplement parce qu'ils étaient dans l'opposition puis qu'ils détestaient les libéraux qui étaient au pouvoir, entre des gens qui se ressemblaient pas du tout, donc les nationalistes et les communistes. Et les deux se retrouvant parfois justement dans le conservatisme. On l'a appelé rouge-brun. Le rouge-brun, il faut comprendre. Hein, rouge-brun, c'est le nom que leur donnaient leurs ennemis libéraux. Parce que rouge-brun, ça voulait dire que c'était l'alliance mortelle de la peste. Oh, d'ailleurs, ils utilisaient peste. La peste rouge-brun, c'est l'expression consacrée. Pour rouge, c'est les communistes et le brun, c'était les fascistes. Ouais. Donc, et donc là, donc eux s'appelaient plutôt les... Justement, pas national-bolchevique, soit dit en passant, parce qu'un national-bolchevique, c'est le nom d'un parti en particulier, qui était très marginal, dirigé par le très coloré Limonov, mais je veux dire qui restait extrêmement marginal, politiquement parlant, mais qui faisait partie de la coalition rouge-brun à l'époque. Et eux, ils s'appelaient les, comme j'ai dit tout à l'heure, nationaux-patriotes. Ouais, nationaux-patriotes. Et donc ça, cette coalition-là, maintenant, on n'en parle plus comme ça en Russie, mais tous ces éléments sont encore là. Vous êtes tous ces acteurs politiques, les rares intellectuels conservateurs russes dont on entend parfois parler, à chaque fois pour nous dire qu'ils sont l'éminence grise de Poutine, et à chaque fois c'est faux. Alexandre Douguin, Prokhanov, etc. Limonov, jusqu'à une certaine mesure, là il est décédé, font tous partie de cette mouvance-là, ouais. Qui se renouvelle, qui change, mais qui, dans certains cas, puisque c'est quand même juste carrément les mêmes personnes, existent encore. Puis Girkin, qu'on vient de mettre en prison. Oui, c'est ça. Ouais. Peut-être le... Oui. Bonjour. Je trouve c'est très intéressant que vous mentionniez les liens entre réseau évangélique américain et réseau conservateur russe, puisque dans de nombreux pays africains, c'est aussi ce qui s'est passé. Je pense à l'Ouganda, au Kenya, avec cette attaque vraiment culturelle de ces réseaux. Et ça aide à en fait désamorcer l'argument essentialiste, les Russes sont intrinsèquement homophobes ou etc. Et du coup, ma question subsidiaire, c'est quel est le rôle de l'Église orthodoxe en fait dans cette rigidité morale, cet affaissement? Oui, alors l'Église orthodoxe est un acteur de premier plan. C'est je dirais, la plus grosse organisation domestique là, russe qui agit. Puis ensuite, il y a elle qui agit. Là, ensuite, mon ancienne directrice de thèse hurle à chaque fois que je parle de l'Église orthodoxe comme un tout, parce que c'est sa spécialité. Puis elle va dire, oui, mais il y a 1000 courants à l'intérieur de l'Église orthodoxe. Mais passons là-dessus, vu qu'elle n'est pas là pour me contredire. Et donc, oh merde, c'est filmé. Enfin, l'Église orthodoxe, de manière générale, effectivement, a joué un rôle, surtout à partir du nouveau patriarche. Ben, il n'est plus si nouveau maintenant, c'était quoi, 2010, nouveau patriarche, qui vient des courants traditionnalistes, appelons-les fondamentalistes de l'Église orthodoxe, qui ont eu effectivement comme des conversations avec les évangéliques, bien que soit dit en passant, ils soient extrêmement hostiles à la présence des évangéliques en Russie, qui ont été en fait chassés de Russie. Hein. Il y a eu des lois qui, sous la pression de l'Église orthodoxe, ça c'était dès les années 90, sous Yeltsin donc, ont interdit le prosélytisme des églises protestantes. Déjà à l'époque, on parlait, je pense, de souveraineté culturelle. Donc, pour défendre l'État, mais essentiellement, c'était pour défendre le précaré de l'Église orthodoxe. Et donc, c'est comme ça que, par exemple, à peu près toutes les églises évangéliques ont été chassées de Russie, ainsi que Hare Krishna et les témoins de Jéhovah, qui sont formellement interdits et chassés de Russie depuis donc, les années 90. Mais les dialogues à travers ces organisations internationales continuent. Et un autre, d'ailleurs, j'avais été assez curieux d'apprendre qu'un autre grand exemple de l'Église orthodoxe, un autre de ces grands modèles, qui est aussi un modèle occidental, c'est l'Église catholique. Ouais. L'Église catholique romaine, qui a une doctrine sociale, hein, qui depuis des années, je ne suis pas un spécialiste du catholicisme, mais a une doctrine sociale où elle dit, voici nos positions sur les questions morales. Or, Cathy Rousselet m'a appris que l'Église orthodoxe, jamais de toute son histoire, n'avait eu de doctrine sociale.
Alors évidemment, ces dirigeants avaient des convictions, ce qui allait généralement dans une direction, pas dans une autre, puis il y avait le clergé qui avait ses propres convictions, etc. Mais elle n'avait pas une doctrine sociale. Alors la première doctrine sociale était de l'Église orthodoxe qui dit justement, voilà, sur l'homosexualité, contre la propagande homosexuelle, sur l'avortement, sur l'éducation religieuse en classe, j'en avais pas parlé, c'est un autre aspect. Tout ça, elle est adoptée en 2000, en fait à l'exemple direct et suivant le modèle de l'Église catholique. Donc comme quoi, une autre circulation qui vient dans ce cas-ci de l'Occident. Ouais. Oui. Dominique? Oui, Ah, s'il n'y ok, a pas de questions, je vais en poser une. Oui, vas-y. Tu as parlé quelquefois de tentative de mobiliser la base ou une base, etc. Moi, j'ai plutôt l'impression que le régime repose sur la démobilisation. Ouais. Je pense que c'est... Comment aborder justement une soi-disant mobilisation alors que le régime cherche justement à étouffer toute spontanéité, même auprès de ses alliés idéologiques. Tout à fait. Alors, c'est un jeu... Je pense que le régime lui-même, connaît pas vraiment la réponse à ça. C'est-à-dire que ça reste un problème et la quadrature du cercle pour le régime lui-même. Je suis entièrement d'accord qu'il faut comprendre que le régime russe contemporain, contrairement au parallèle qu'on fait tout le temps avec l'Union soviétique, parce que je pense que c'est juste une habitude mentale, là, parce que les deux sont autoritaires et les deux impérialistes, donc ils seraient pareils. Non, alors là, une différence, clairement, c'est la mobilisation de la population. C'est pas un régime. Le régime russe contemporain ne cherche pas à mobiliser la population. Et par mobiliser, là, c'est un terme de sciences politiques. Là, on parle pas nécessairement de la conscription, parce que là, on appelle aussi mobilisation. Donc la mobilisation, par exemple, dite partielle qu'il y a eu en septembre 2022. C'est pas de ça qu'on parle. Par mobilisation, on parle en sciences politiques, amener la population à s'engager, à participer dans le régime, à démontrer spontanément son soutien, etc. Et là, les exemples qui viennent en tête, c'est tous les totalitarismes. Hein, donc l'URSS typiquement, justement, qui exigeait que les gens marchent dans la rue et qui faisait des élections juste pour que les gens témoignent leur unanimisme, etc. Et donc, il y avait, et qui exigeait un endoctrinement, et qui mettait en pratique aussi un endoctrinement idéologique. Donc, une vision qu'il fallait que les gens apprennent par cœur pour au moins la répéter en public correctement. Tout ce qu'ils pensaient après, c'était pas si important, en tout cas, après la mort de Staline. Mais, on n'a pas du tout ça. D'abord, on n'a clairement pas une idéologie cohérente. Puis ensuite, juste pour la question de la mobilisation, c'est un régime qui, surtout sous Poutine, mais ça commence avant, cherche effectivement, repose sur une sorte de pacte de non-agression entre l'État et la société. C'est-à-dire, nous, les élites dirigeantes, on s'occupe de la politique, vous vous occupez de vos affaires. On ne va pas intervenir dans votre vie privée si vous intervenez pas en politique. Ouais. Et donc, ça laisse en fait beaucoup de liberté à la société, parfois même un nombre de libertés assez incroyable. Il y a plein de règles et de lois qui ne sont pas respectées en Russie parce que les gens n'ont pas l'habitude de penser que les lois sont vraiment faites pour être respectées. Mm-hmm. Genre les lois contre le COVID en Russie. Comme en non, France. Pourquoi? Puis, le gouvernement fait ses lois, personne ne les respecte parce que tout le monde dit non, mais je veux dire, les lois, le gouvernement fait ses affaires, nous on fait notre affaire, c'est tout. Là, je veux dire, je ne veux pas que ça nous concerne. Puis, mais à l'inverse, évidemment, donc le gouvernement s'engageait à pas aller chercher la population. Ceci dit, bon, le virage conservateur, c'est justement l'effort de mobiliser non pas toute la population, mais de mobiliser le mouvement social conservateur. Et le mouvement social conservateur, c'était beaucoup de monde, c'était des intellectuels, qui sont allés dans tous les talk shows pendant des années. C'était eux qui étaient tout le temps invités pour défendre le régime avec leurs idées qu'ils avaient toujours défendues. C'était l'Église orthodoxe et son clergé, et le patriarche qui veut dire voter pour Poutine. Ça, on mobilise à tout le moins les hauts gradés de l'Église. C'est les activistes, des milliers d'activistes, fort probablement tous sincères, enfin, dans leur majorité, qui, pour les droits des parents, là, ça ressemble à ce qu'on voit justement aux États-Unis, pour les droits des parents, contre, justement, le retrait du droit de la fessée. Violence domestique. La criminalisation de la violence domestique, ce genre de choses-là. Des gens qui s'engagent, et des activistes orthodoxes, et donc plein de gens qui... et c'est ces gens-là, je pense, qui sont mobilisés. Ils sont mobilisés parce qu'ils viennent dans les médias, dans la rue, par des actions de rue plus ou moins encouragées, téléguidé par le régime, fournir un soutien que ne viendrait pas apporter sinon une population qui serait juste entièrement démobilisée et indifférente. Ouais. Et évidemment, le grand paradoxe du régime, c'est que il n'a jamais abandonné la démobilisation. Et donc, il mobilise, et à tout bout de champ, ces gens-là, et à tout bout de champ, ils se rendent compte qu'ils sont dangereux. Parce que ces activistes-là sont plus radicaux que le régime à bien des égards, et ils sont souvent plus légitimes que le régime à bien des égards, et ils ont des bonnes raisons de critiquer le régime aussi.
Et donc là, par exemple, par exemple par excellence, parce que c'est le plus connu, mais Prigojine, dans un sens, c'est ça, ouais, c'est juste pas dans le courant, c'est pas dans le conservatisme. Mais c'est de mobiliser quelqu'un en disant qu'il est utile parce qu'il vient servir l'État jusqu'au moment où il devient dangereux. Et là, à un moment donné, il faut s'en débarrasser. Et là, avec Prigojine, c'était spectaculaire parce qu'ils l'ont tué, mais avec plein d'intellectuels conservateurs, comme le fameux Dugin dont tout le monde nous parle, qui était populaire jusqu'à ce qu'à un moment donné, il commence à critiquer trop fort le Kremlin, et puis ils l'ont viré de l'Université de Moscou, voilà. Et donc là, on voit tout le temps le régime qui mobilise, puis ensuite qui essaye de couper l'herbe sous le pied, parce qu'à un moment donné, ça devient dérangeant, et que c'est pas un régime qui considère qu'il doit partager le pouvoir. Donc je dirais que c'est ça l'espèce de terrain un peu glissant sur lequel il essaie de naviguer. Mais j'aimerais faire du chemin sur ce que Dominique disait, parce que après la Révolution orange, la première de 2004, la stratégie du pouvoir, ça avait justement été de se lancer dans une vaste opération de mobilisation sociale avec le mouvement Naché qui avait pris une certaine ampleur. Là, c'est comme si on avait abdiqué quand même cette stratégie-là d'avoir des mobilisations de masse. La mobilisation qui est encore présente, comme tu dis, c'est celle qui est mieux contrôlée dans les médias à travers un certain nombre d'interlocuteurs. Est-ce qu'on a écarté ça comme possibilité de revoir des mobilisations de masse dans les rues guidées par Mais là, je pense que ça pourrait être utile pour le bénéfice du public, peut-être de juste expliquer qu'est-ce qu'était Nachi. Donc, Nachi, c'était une organisation de jeunesse pro-Poutine qui avait été créée avec l'idée que quand les révolutionnaires oranges, donc ceux qui vont imiter les Ukrainiens en Russie, vont descendre dans la rue, eh bien, on va avoir des contre-manifestations. Et ça a été un échec. Après avoir mis des je sais pas combien de millions de roubles là-dedans, puis ça faisait grosse manifestation devant l'ambassade des États-Unis, alors tu sais, quand ça dérangeait personne. Mais quand en 2011-2012, il y a eu les grandes manifestations en Russie, ils sont disparus. Ils n'ont jamais osé. Il y a eu une sortie, il y a eu un affrontement dans la rue, ils ne sont jamais réapparus par la suite. Ils sont allés se cacher parce qu'en fait, c'était juste une bande de carriéristes qui essayaient de rentrer dans la... C'est dur de rentrer dans le pouvoir russe si tu n'as pas de réseau. Hein? Et ça, c'était comme un des moyens qui est apparu. J'ai une amie, Clémentine Fauquigny, qui a travaillé là-dessus, qui représentait... Les gens croyaient que c'était un ascenseur social, puis finalement, ça ne l'était pas en plus. Et donc, finalement, ces gens-là se sont juste dispersés. Puis c'est assez amusant de voir que justement les anciens Nashis sont ensuite rendus aux États-Unis, ont fait carrière comme entrepreneurs, etc. En contradiction totale avec le discours anti-américain qui tenait précédemment, etc. Ouais. Et donc, les mouvements de jeunesse style Nashi, pas dire de bêtises, je pense pas qu'il y ait quelque chose d'exactement équivalent. Mais ensuite, il y a plein de choses similaires qui ont été créées, que ce soit sous forme d'organisation patriotique, d'organisation orthodoxe. Au niveau local, régional, souvent des initiatives de... Ouais. Très bien. Peut-être on a le temps pour une dernière, peut-être ou plus. Oui. Oui, c'est super intéressant que vous ayez parlé des extrémistes à la droite de Poutine. Justement, il y a le chercheur anglais Mark Galeotti qui parlait un peu que le conservatisme serait comme une manière de légitimer le pouvoir central, ou est-ce que lorsqu'il y a des politiciens ou d'autres figures qui ont des opinions très extrêmes, qui vont appeler à envoyer des bombes atomiques en Angleterre, qui vont vouloir mettre les LGBT en prison, par exemple, Poutine pourrait venir puis faire figure de bon tsar, qui est raisonnable, qui va remettre les choses à l'autre, qui va dire, OK, on se calme, puis tout va bien, on va pas aller jusque-là, on est quand même une nation de droit, un état de droit, tout ça. Ouais. Puis est-ce que vous ressentez que c'est comme une façon pour le président lui-même de se légitimer? Oui, certainement. Je pense que ça participe à ça, c'est-à-dire que le but, c'est l'autorisation, y compris dans les médias d'État, je veux dire, les plus officiellement soutenus et financés, d'avoir des discours complètement extrémistes. Alors, c'est pas nouveau en Russie, mais depuis surtout l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, c'est comme ça atteint des sommets inimaginables de violence verbale. Le fait qu'il y ait des gens qui disent ça, évidemment, ça fait partie de la stratégie de légitimation de Poutine, que lui a de l'air raisonnable. Et le pire, c'est que je disais, effectivement, quand tu contrastes, c'est difficile de trouver, genre, dans les discours de Poutine, des affirmations. Voilà, c'est de moins en moins difficile. Mais il n'y a pas si longtemps, effectivement, Vladimir Poutine, souvent, on essayait d'y faire dire, tu sais. Mais effectivement, il était assez posé dans son discours. C'est moins vrai depuis le virage conservateur, c'est encore moins vrai depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine. Mais l'idée, clairement, il y a cette dynamique-là, qui est genre, on fait parler des gens complètement extrémistes pour avoir l'air, nous, raisonnables et centristes. Hein. Mais il y a autre chose aussi, on fait parler ces gens-là avec des propositions totalement extrémistes parce que c'est des ballons d'essai. Si ça marche bien avec la population, le régime va endosser ces idées complètement extrémistes.
Ça fait que ça, c'est un aspect peut-être encore plus inquiétant que de ces discours-là. C'est-à-dire que là, en ce moment, c'est juste à la télé, c'est juste Soloviev et autres, qui est un animateur vedette complètement délirant en Russie, qui a ce genre de discours. Ça ne veut pas dire que demain, le régime ne pourra pas l'endosser s'il sent qu'il y a une bonne résonance sociale. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le régime russe fait un usage boulimique des sondages privés. Donc, pour un régime autoritaire, il passe son temps à faire des sondages. Évidemment, les résultats ne sont pas diffusés, c'est un sondage privé, mais où ils sont toujours en train de dire « Ah, ok, telle mesure marche bien, telle mesure ne marche pas, etc. » Voilà. Donc, on vous remercie. Donc, on va prendre de matière informelle. Il y a une dernière question, Non, mais là, vous avez... Non, mais elle voulait, est-ce que toi, tu veux dire un mot de... Non, moi, ça va. Okay. Mais je vous remercie d'être là.